Je vous l'annonçais en début d'émission, l'Assemblée nationale était en session extraordinaire jeudi. Les députés devraient analyser et adopter 5 projets de loi. 2 d'entre ces projets de loi ont été remis en cause par les groupes parlementaires EDS et PDCI-RDA. Il s'agit en premier du projet de loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et le projet de loi portant ratification d'une ordonnance déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Sur ces 2 projets, les 2 groupes parlementaires EDS et PDCI-RDA ont voté non pour l'adoption de ces projets. Pourquoi, honorable Dago? Merci. Je pense d'abord qu'il faut circonscrire le cadre dans lequel cette session a eu lieu. C'est une section extraordinaire. Et donc, quand il est question de parler de section extraordinaire, c'est donc des questions extraordinaires et des questions d'urgence qu'ils ont donc soumis aux députés, n'est-ce pas? Alors, pour cette session extraordinaire, on a eu droit à plusieurs projets de loi, mais il y a 2 particulièrement qui ont attiré notre attention, qui ont appelé l'attention des députés EDS. Et notamment la loi sur le Conseil économique et social et environnemental et culturel et le Conseil constitutionnel. Pourquoi ces 2-là en particulier? Parce que d'abord sur le Conseil constitutionnel, il est dit que nous, on a dans la compréhension des projets de loi qui nous ont été soumis, c'est que le président de la République a fait un projet de loi, fait une proposition d'un projet de loi soumis à l'Assemblée nationale. Et pour nous, ce projet de loi-là qui a été soumis à l'Assemblée nationale avait pour intention de demander aux députés, n'est-ce pas, de demander aux députés, n'est-ce pas, de vouloir, n'est-ce pas. Alors, vous estimez que ce projet de loi, entre autres éléments qu'on a lus dans le communiqué notamment qui a été produit par le groupe parlementaire EDS et le groupe parlementaire PDCI-RDA, vous estimez que l'analyse de ce projet de loi organique devrait être faite, ou du moins l'analyse de la question devrait être faite au cours du dialogue politique. Merci. Entre autres recommandations. Vous me permettez de rafraîchir la mémoire. Bien sûr, merci beaucoup. Je pense que c'est la question. C'est un projet de loi qui demandait simplement aux députés de faire en sorte que on puisse voter cette loi-là. Et nous demandons, nous, groupe parlementaire EDS, nous avons demandé simplement que cette loi ne soit pas votée parce que il y avait en amont ce projet qui avait été soumis, n'est-ce pas, au dialogue qui va avoir lieu, politique. Et ce dossier a été inscrit par le commissaire du gouvernement pour le dialogue politique. Au menu du dialogue politique. N'est-ce pas? Donc pour nous, il était important qu'un tel projet qui a été inscrit au menu du dialogue politique ne soit pas traité et ne soit pas soumis aux députés à l'Assemblée nationale parce que c'est une question tellement importante. Nous savons que le Conseil constitutionnel a été un élément important dans toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues. C'est un élément important parce que c'est un moyen essentiel dans la question électorale. Et pour nous, un tel organe aussi important, qui a montré ses limites dans les questions électorales, devait être, pour nous, revu et visité en profondeur. Et la seule occasion que nous avons pour la visiter en profondeur, c'est le dialogue politique. C'est le dialogue politique qui nous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de permettre à tous les Ivoiriens de se prononcer sur les limites du Conseil constitutionnel et donc de permettre de donner la possibilité de dégager des grandes lignes, de dégager les grandes perspectives pour un Conseil constitutionnel qui peut unir les Ivoiriens et non les diviser. On a constaté que ce Conseil constitutionnel a fondamentalement divisé les Ivoiriens. D'accord. Voilà. Et donc, pour nous, il faut qu'on donne l'opportunité en amont aux Ivoiriens de traiter la question du Conseil constitutionnel en amont avant de le soumettre à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le cas. Et on nous a, par exception, de façon précipitée, on nous a reversé la question du Conseil constitutionnel. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que le chef d'État se précipite donc
à nous proposer, comment on appelle ça, ce projet de loi, alors qu'il a été soumis, comment on appelle ça, au programme du débat politique qui doit avoir lieu. Vous relevez plusieurs questions en même temps. On va aller au pas de course, évidemment, mais on va les aborder une par une. Honorable Meïté Ben Abdoulaye, vous êtes président de la Commission des affaires institutionnelles de l'Assemblée nationale. Vous avez pris part à cette session extraordinaire qui a vu l'analyse de ces 5 projets de loi organique. Comment vous réagissez quand vous entendez votre collègue député? Je voudrais, avant toute intervention, saluer l'ensemble des députés ivoiriens qui ont, depuis le 17 février, donné tout dans le cadre effectivement de cette session extraordinaire. Je voudrais en même temps saisir l'opportunité pour féliciter la clairvoyance des responsables de l'Assemblée nationale, principalement son président intérimaire, et saisir l'opportunité. Prier pour le président de l'Assemblée nationale qui se trouve aujourd'hui à l'extérieur et prier pour qu'il nous revienne en parfaite santé. Ceci étant, à entendre mon collègue du groupe parlementaire EDS, j'ai le sentiment qu'il n'a pas une belle lecture des choses. Pourquoi? Alors, il faut d'abord se souvenir du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je suis président de la commission des lois. Il faut quand même préciser que ce n'est pas 5 projets de loi qui ont été examinés à l'occasion de cette session extraordinaire, mais plutôt 11 projets de loi. Très bien. Parmi ces 11 projets de loi, il y avait 6. Il y a eu 6 examinés par la Commission des affaires générales institutionnelles que j'ai l'honneur de présider. Les griefs qui sont formulés à l'encontre de la loi portant Conseil constitutionnel, je pense que ces griefs me sont adressés. Parce que j'ai été défenseur de ce projet de loi. Vous savez comment ça fonctionne. L'Assemblée nationale, d'abord, se réunit en conférence des présidents. D'abord, le président de la République saisit donc l'institution de certains projets de loi, à l'effet de les voir examinés, adoptés. C'est ainsi que la conférence des présidents a lieu. Cette conférence des présidents a pour mission d'établir un calendrier parlementaire. Et cette conférence de présidents a lieu effectivement à l'Assemblée nationale. Il y avait les présidents des groupes parlementaires EDS, PDCI, RHDP, les vice-présidents donc, de l'Assemblée nationale et en même temps les présidents des différentes commissions. Au cours de ces travaux, le calendrier a été adopté. Proposition calendrier adoptée, soumise à la plénière. La plénière l'a adopté. À aucun moment, le groupe parlementaire PDC, encore moins le groupe parlementaire EDS, a élevé une quelconque contestation de nature à avoir rejeté ce projet de loi au titre des lois à examiner. Ce qu'il faut bien noter. Secondo, c'est après l'examen de ce projet de loi en commission, avec pour émissaire du président de la République, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc après l'adoption, le projet de loi est passé en commission, en plénière. C'est au cours de la plénière que le groupe parlementaire EDS a estimé que ce n'était pas opportun que ce projet de loi soit analysé. 2 questions qui viennent à l'esprit. Première question, le dialogue politique concerne-t-il l'Assemblée nationale? Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 pouvoirs séparés. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le groupe parlementaire EDS, est-il le parti politique EDS ou PP? Le groupe parlementaire RHDP, est-il le RHDP? Le groupe parlementaire UDPCI, est-ce l'UDPI? C'est parce qu'il fait une différence. L'opposition parlementaire n'est pas le parti politique. Je pense qu'il y a une méprise. Nous sommes parlementaires, nous avons eu des lois examinées, l'Assemblée nationale s'est appropriée ces lois, a décidé de les examiner. On ne peut pas prendre prétexte d'une rencontre entre l'État et des structures privées que constituent les partis politiques pour ne pas voir mettre en adéquation les lois de la République avec la Constitution. Parce qu'il faut préciser, la loi sur le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre objectif que de mettre les lois en adéquation avec la Constitution. Depuis la dernière Constitution de 2016, toutes les lois ivoiriennes doivent cadrer avec les dispositions constitutionnelles. Dans le fond, aucunement, il n'y a pas eu de débat de fond. L'opposition parlementaire n'a pas élevé des questions qui pourraient être débattues de façon responsable, mais ils ont argué d'une question d'opportunité, de mon point de vue, qui ne peut pas être reçu en pareille circonstance, au regard des circonstances de la cause. D'accord.
Réaction, Arsène Nenebi, allez-y. Merci. Moi, je voudrais indiquer que sur le plan juridique, ce projet de loi a tout son sens. Pourquoi? Parce que nous avons adopté une nouvelle constitution en 2016 qui revoit la composition du Conseil constitutionnel. Et au terme de cette constitution, désormais, le président du Sénat a le droit de désigner un membre du Conseil constitutionnel. Le président de l'Assemblée nationale, 2 membres, et le président de la République, 3 membres. Or, la loi organique sur laquelle fonctionne en ce moment le Conseil constitutionnel est une loi qui date de 2001, d'où la nécessité d'arrimer cette loi à la Constitution. Les griefs qui sont élevés, notamment quant à la question de l'opportunité par rapport au dialogue politique, moi j'ai envie de mettre... Au-delà de l'opportunité, dans les textes produits par EDS et le PDCI-RDA, on parle de la pertinence de l'analyse de ces projets de loi. Je vous laisse continuer. Déjà sur ça, moi j'ai lu la déclaration du PDCI-RDA. Le PDCI a pu dire être choqué par rapport au fait que ce projet de loi intervient au moment où a lieu le dialogue politique. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que le dialogue politique a vocation à interrompre le fonctionnement des pouvoirs? C'est une question qu'on va poser à tout le monde sur ce plateau. Je ne partage pas cet avis. Après, on peut, et j'ai pu entendre tout à l'heure que la question du Conseil constitutionnel est inscrite au menu des questions abordées au dialogue politique. Je prends part au dialogue politique, et je n'ai pas forcément eu cette lecture-là, parce que nous avons reçu clairement les thèmes qui doivent être abordés à partir de demain jusqu'au jeudi. Sur le cadre institutionnel, les sous-points qui ont été clairement identifiés concernent la commission électorale, le code électoral, le découpage électoral. La question du Conseil constitutionnel n'apparaît pas clairement. Peut-être qu'on va la déduire. En dehors de cela, quand je fais l'analyse du fond de cette déclaration, en réalité, le PDCI dit quelque chose qui est aussi vrai en disant, par exemple, que le Conseil constitutionnel a engagé sa responsabilité dans des crises post-électorales en Côte d'Ivoire, dans la crise électorale. Le PDCI convoque notamment le rôle du Conseil constitutionnel en 2010 et aussi le rôle du Conseil constitutionnel en 2020. Mais moi, je voudrais qu'ils aillent plus loin, parce que c'est avant ces 2 dates, et souvenons-nous de l'année 1990. Et pour nous qui sommes juristes, nous savons qu'en 1990, alors que la Constitution du 3 novembre 1960 réservait le droit de vote à l'élection présidentielle aux seuls nationaux ivoiriens, une loi a été adoptée en 1990 au mépris de la Constitution et qui permettait aux étrangers d'origine africaine de voter. Et la Cour suprême d'alors, qui a été remplacée par le Conseil constitutionnel, a aussi gardé le mutisme et a fait valider les élections de 1990 qui, en bonne logique juridique, auraient pu être interrompues. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je note que les hommes politiques ivoiriens, en général, quand ils sont aux affaires, ils ne font pas les réformes qu'il faut pour la postérité pour que, après eux, la réforme qui a été menée puisse nous permettre d'asseoir des institutions fortes. Ce qui est reproché à cette loi-là, c'est la composition, puisque quand on lit la déclaration, il en ressort clairement qu'à l'analyse, on constate que tous les membres sont nommés in fine, par le pouvoir, donc le président de la République, clairement. Sauf que ce soit le pouvoir PDCI, le pouvoir FPI et le pouvoir RHDP, ils ont tous, pendant qu'ils sont au pouvoir, adopté cette forme de désignation des membres du Conseil constitutionnel. Alors pendant qu'ils étaient aux affaires, si tant est que cela posait problème, je suis d'avis qu'on doit questionner le mode de désignation. Mais en même temps, ne nous précipitons pas tout de suite à dire qu'il faut fortement aller au mode de désignation par voie d'élection, parce que, encore une fois, on a tous coutume de dire que les députés qui sont élus ne sont pas indépendants parce qu'ils sont
dépendant de leurs différents partis politiques, idem même pour les présidents de la République, ou de façon générale, une partie de la jeunesse africaine dit clairement que les présidents de la République ne sont pas indépendants et qu'ils seraient aux ordres. C'est cela, très bien. Alors, on vous a bien compris. Je tiens à préciser que nous avons invité le groupe parlementaire PDCI-RDA à prendre part à cette émission. Malheureusement, on n'a pas trouvé quelqu'un de disponible. Juste cette précision. Arthur Banga, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, rapidement sur deux choses. Moi, je suis étonné. Moi aussi, hein, je pense que je ne vais même pas attaquer les politiciens seulement, même nous autres intellectuels. Parce que ce que l'honorable Méité dit est grave. C'est-à-dire qu'on allait aux élections de 2020 avec un conseil constitutionnel qui ne respectait même pas la Constitution. Et ça, je lui ai dit, carton rouge à nous tous. Est-ce que c'est correct de dire que c'était un conseil qui ne respectait pas la Constitution? Mais bien sûr, puisqu'il dit... Ça respecte. La Constitution est respectée. Mais en réalité, c'est la loi portant organisation qui n'était pas conforme à la Constitution. Et ça, c'est grave. Non, la Constitution a été oui, respectée. Mais quand la loi qui demande... donc on est parti avec une loi... Comme au nom de la suprématie, au nom de la hiérarchie des normes de la Constitution. Oui, donc on est bien d'accord qu'il y a une anomalie grave quand même. Voilà, il y a une anomalie. Il n'y a pas d'anomalie. Non, il n'y a pas d'anomalie. D'accord, on le laisse terminer et puis je vous donne la parole. Lui, il estime qu'il y a une anomalie. Voilà, c'est les juristes qui viennent nous demander. Allez-y, Arthur. C'est une grosse anomalie de dire qu'on est parti avec le Conseil constitutionnel dans lequel certaines personnes qui devaient désigner leurs représentants ne l'ont pas fait. Mais c'est une nécessité d'abord pour l'opposition, qui n'a jamais remise en cause. Et pour nous tous, hein, intellectuels, ONG, société civile, ça montre combien de fois on faillit nous tous. C'est trop facile de dire à chaque fois le pouvoir. Mais c'est aussi le rôle des oppositions, c'est aussi le rôle des intellectuels, c'est aussi le rôle des journalistes de revenir sur ça. Et moi, je trouve qu'on a tous un peu failli face à cela. Deuxième chose, je peux trouver de la logique. Honnêtement, quand j'ai lu les communiqués des différents groupes PDCI et EDS, j'ai trouvé de la logique dans ce qu'ils ont dit. De la logique de dire, oui, on va débattre d'un sujet au dialogue politique. Pourquoi ne pas attendre les conclusions de ce dialogue politique pour réfléchir maintenant sur une loi? Moi, je trouve de la logique à ça. On va, plutôt que de multiplier le travail parlementaire, c'est-à-dire voter une loi aujourd'hui sur le Conseil constitutionnel, et si demain le dialogue politique demande des changements, revenir encore, oui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est que quand on écoute l'exposé de l'honorable Méité, ils ont eu plusieurs fois l'occasion de le rappeler. Ils ont eu plusieurs fois l'occasion de rappeler que c'est une question qui sera abordée au dialogue politique. Donc, attendons la conclusion du dialogue politique pour pouvoir nous-mêmes discuter de ça. Non. Mais ils ne l'ont pas fait. Non. Visiblement, ils ne l'ont pas fait. D'accord, tout de suite. Visiblement, voilà, moi, là, c'est là que je trouve qu'il y a une sorte d'incohérence. D'accord, il y a une question fondamentale qui a été posée, qui a été relevée par l'un d'entre vous, qui disait, entre le Parlement et le dialogue politique, quel est le cadre qui a vocation, justement, à traiter, à analyser ces projets de loi? Alors, naturellement... Une réaction? Oui, je reviens à vous tout de suite. Vous terminez en 30 secondes. Naturellement, sur cette question, le Parlement doit théoriquement garder toute son autonomie. Il peut avoir son emploi du temps, mais il y a une question de logique aussi. D'accord. Pour moi, la logique, je trouve la logique dans ce qu'ils ont dit. Très bien. De dire qu'on va aborder cette question dans un dialogue inclusif national. On peut attendre les conclusions de ce dialogue pour transformer les recommandations de ce dialogue-là en loi. Mais ça, fallait le dire au moment où on négociait le calendrier. C'est pas quand on le fait qu'on a l'impression que... Et c'est fait qu'ils n'ont même pas débattu du fond. Je vois que dans le fond, il y a des choses intéressantes quand même. On vous a bien compris, Arthur. Honorable la réaction que j'ai, c'est qu'il y a eu le calendrier qui a été débattu au niveau des présidents. Des présidents. Et ce calendrier a été adopté. Mais le problème, c'est que nous ne savions pas ce qui était contenu dans le projet de loi qu'on nous proposait. On ne pouvait pas deviner un seul instant qu'il allait question de ce que nous avons eu à constater au niveau des projets de loi. Donc, on ne pouvait pas d'emblée dire qu'on refuse que la question du Conseil constitutionnel soit abordée. C'est quand on a pris le temps de regarder de près la loi qui nous a été proposée, dans ce moment-là, on a pris le soin de dire qu'on n'était pas d'accord qu'elle soit proposée ainsi. Pourquoi nous disons qu'elle n'est pas opportun qu'elle soit proposée maintenant?
La question de la vie politique en Côte d'Ivoire est tellement sérieuse. Elle est tellement sérieuse que je voudrais demander aux Ivoiriens de sortir des questions d'appartenance politique. Nous savons, et tous les partis politiques confondus, tous les régimes confondus, nous savons à quel point le Conseil constitutionnel a été défaillant dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. Et donc, il est temps qu'on reconnaît que le Conseil constitutionnel a été défaillant, asseyons-nous. Et le cadre le plus idéal pour nous, c'est le dialogue politique qu'on nous propose. Allons-y au dialogue politique. Et au cours du dialogue politique, ressassons, ou bien mettons sur le plateau toutes les limites du Conseil constitutionnel, et pas du Conseil constitutionnel seul, mais il y a d'autres questions qui seront débattues. Mettons sur la table tout ce qui est défaillance de nos systèmes démocratiques et en tirant les conclusions qui puissent nous permettre d'élaborer des lois qui puissent définitivement nous permettre de consolider notre démocratie. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Très bien. Alafé Ouakili. Moi, je voudrais noter qu'il y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de textes qu'il faut mettre à jour. Comme nous avons ici deux éminents parlementaires, je profite pour rappeler le règlement de l'Assemblée nationale qui date de 2018, qui n'est pas à jour. Parce que la Constitution a été modifiée en 2016 et ce règlement a été adapté à la Constitution de 2016 et il a été pris en 2018. Mais en 2020, la Constitution a été à nouveau modifiée. Et il y a une disposition qui m'est revenue lorsque le député Assalé Temoko parlait de la modification de la Constitution, notamment à l'article relatif à l'âge limite des candidats. Dans un débat, je l'ai interpellé pour dire, mais comment va-t-il faire? Parce qu'il faut que simultanément, sa proposition de loi soit déposée au Sénat. Il m'a dit non, ce n'est plus comme ça. Et moi, je m'en tenais au règlement de 2018 qui dit que ça se dépose devant les deux chambres. Or, en 2020, effectivement, il y a eu un changement où on peut déposer dans l'une ou l'autre des chambres. Aujourd'hui, le règlement de l'Assemblée nationale n'est pas à jour. Il faut le mettre à jour. Et je voudrais interpeller les honorables députés qui sont là pour dire ce qu'ils ont fait pour le Conseil constitutionnel qui permet... Oui, mais pourquoi alors pour le Conseil constitutionnel pose problème? La Constitution dit que le président du Sénat nomme un représentant. Aujourd'hui, les sénateurs, peut-être leur président estime que la voix du Sénat, qui est la voix des régions, doit être représentée dans le Conseil constitutionnel et ça a été peut-être mis à jour. Je pense que dans le fond, la composition, le président plus les 6 membres, ça n'a pas été changé. Et il y a eu des précisions et des clarifications qui ont été faites. Cela dit, le débat de fond mérite d'être fait sur le Conseil constitutionnel. Et je pense que cela peut continuer à être fait au niveau du dialogue politique. Et on peut saluer l'interpellation qui a été faite par les groupes parlementaires PDC et EDS. Mais le fait que la structuration, c'est-à-dire 6+1, le fonctionnement et l'essentiel de ce qui s'est passé jusque-là n'ait pas été changé dans le fond avec la mise à jour, montre qu'il n'y a pas une volonté peut-être de manipuler et que si le dialogue politique aboutit à des accords, on pourrait, quel que soit ce que ça va coûter, ça n'a pas de prix. Si on a rassemblé, on a mis fin aux vacances, au congé des députés pour cette session parlementaire, je ne vois pas une session à un moment donné, qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Cela dit, nous n'avons pas entendu de propositions précises. On a entendu des bruits de couloir sur les profils de Conseil constitutionnel que souhaite l'opposition, mais dans les déclarations et peut-être dans ce débat, on veut peut-être des propositions précises sur la constitution du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il y a un président qui est désigné, comme on sait, et il y a 6 membres, 3 de l'Assemblée nationale, 2 de l'Assemblée nationale, 1 du Sénat et 3 du président de la République. Qu'est-ce qu'ils proposent? Veulent-ils proposer que les 3 du président de la République, il y ait 1 de l'opposition dedans? Veulent-ils proposer que les 3 du président soient choisis forcément parmi les avocats, les préfets ou la société civile? Quelle est la proposition exacte? Je ne sais pas, peut-être veulent réserver ça pour le dialogue politique, mais on pourrait faire le débat et puis en avoir quelques idées, en souhaitant que d'ailleurs le Conseil constitutionnel soit mis à l'abri par rapport à la commission électorale indépendante. Il ne faudrait pas, de mon point de vue,
faire du Conseil constitutionnel une commission électorale bis. Merci. Je voudrais insister Très sur bien. cet aspect. Alors, dans la première partie de son développement, Alafé Wakili me ramène à la question de l'éventuelle anomalie dont parlait tout à l'heure Arthur Banga. Vous vouliez réagir? Oui, en fait... Il y a une anomalie ou pas? Non, il n'y a pas d'anomalie. Parce que En fait, le projet de loi organique Oui, était arrimé au projet du Conseil constitutionnel de 2001. oui, mais au-delà même de cela, vous savez, Dites-nous. pour mener un débat sur les lois, il faut d'abord avoir en tête la Constitution. Pourquoi il dit qu'il y a anomalie? Parce qu'il estime qu'on allait aux élections en 2020, alors même surtout que la Constitution date de 2016. On devait mettre les lois à jour avant d'aller aux élections. En fait, c'est une méprise. Les textes, il faut toujours revenir au texte. L'article 181 nouveau de la Constitution est très clair. Jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Vous savez, la Constitution ivoirienne est cohérente, donc il n'y a pas d'anomalie, tout était conforme à la loi. Mais ce que je voudrais dire surtout, moi j'ai une interpellation et j'ai rebondi sur l'intervention du frère Alafé. Il faut qu'on fasse la différence entre le parlementaire et le parti politique. Le groupe parlementaire de l'opposition parlementaire et le groupement politique privé. Parce qu'il y a une confusion. Il a dit, c'est une belle interpellation, mais les questions qui sont mises en cause sont relatives, pour l'essentiel, à la Constitution. Parce que tout ce qui a été fait est conforme à la Constitution, mise en conformité de la loi organique avec la Constitution. À partir de ce moment, s'il y a un débat qui porte, parce qu'il y a eu des propositions, il y a eu des propositions qui ont été faites en commission, où il y a des commissaires, des membres de la commission qui ont même proposé que les membres du Conseil constitutionnel soient nommés, soient élus. Mais l'émissaire du gouvernement leur a répondu. L'émissaire du président de la République leur a répondu, mais sur le fondement de quoi? De quel texte? Parce que la Constitution ne permet pas. L'opposition devrait, de mon point de vue, l'opposition parlementaire, pouvait faire cette réflexion et laisser le soin aux politiques, et non aux législatifs, aux politiques, de s'en approprier pour aller au débat. Mais bouder, c'est l'attitude du PDCI. Pour moi, c'est spécifiquement et extraordinairement inconséquent. Le PDCI a appelé à voter... Ils ne sont pas là, le PDCI. Non, c'est l'opposition parlementaire. Ouais, parce que le PDCI a appelé justement à voter cette constitution-là, de 2016. On est bien d'accord? Donc le PDCI ne peut pas, aujourd'hui, alors même qu'il a appelé à voter cette constitution en 2016, ne peut pas s'opposer à la mise en conformité de la loi organique portant Conseil constitutionnel avec cette constitution-là. Donc, moi, j'ai une préoccupation. Véritablement, et j'allais terminer. Fondamentalement, l'opposition parlementaire, et j'insiste, doit se mettre dans l'habit du parlementaire, du représentant du peuple, et doit s'accorder avec le texte fondamental. D'accord. À l'affaire le nom de l'honorable Akoto Yao dans les documents en tant que secrétaire de séance, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça emporte par rapport au refus? Je ne sais pas. Non, c'est sans incidence, parce qu'effectivement, c'est le bureau de la plénière. Il était secrétaire. Et puis en fait, ce n'est pas un boycott, c'est un refus de voter du groupe parlementaire. Ce n'est pas un boycott. Monsieur Dela-Souba, vous permettez, je termine en 30 secondes. Moi, je tenais quand même à féliciter, en tout cas, je tenais à féliciter l'opposition, qui a fait des réflexions, qui a voté selon sa conviction, même si j'estime que ce refus de voter, du moins le fait de voter non, c'est voter oui, parce qu'il s'est plié effectivement à la décision de la majorité. D'accord, Landry Couillon. Non, je crois pour ma part qu'il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser parce qu'en réalité, on est dans un jeu de rôle. L'opposition parlementaire sait consciemment qu'on est dans une mécanique législative qui consiste premièrement à mettre à jour une loi. Ils en sont conscients, sauf qu'ils veulent créer un incident. L'incident pour interpeller et en mettre dans les ordres de priorité la question de la réforme du Conseil constitutionnel lors des débats au dialogue politique. Donc c'est juste de la théâtralisation. Le mot est fort, hein. Vous avez terminé. Non, c'est tout. C'est que de la théâtralisation, et c'est tout. Auguste Gago, théâtralisation, vous êtes d'accord? On n'est pas des comédiens. Écoutez, on n'est pas des comédiens.
les députés que nous sommes ne sont pas des comédiens. C'est pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit ça. Mais les théâtres qui font... La théâtralisation dans le sens de Nous ne sommes pas des comédiens. Ce que j'ai dit, c'est nous pas sommes en train de dire Vous simplement... allez terminer, laissez-le terminer. Nous Allez-y. sommes en train de dire simplement que la procédure, tel qu'il le dit, la procédure qui est engagée, nous savons que cette procédure-là, elle n'est pas urgente. Pourquoi voulez-vous, sur une question du Conseil constitutionnel, vous voulez vous imposer une certaine urgence à traiter la question du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire ici? Je vous repose la question. Entre le Parlement Oui. et le dialogue politique, pour vous, qui a le plus la vocation de traiter la question en profondeur? Oui, mais c'est le dialogue politique qui doit traiter la question en profondeur. c'est mon point de vue. Pourquoi Et je le respecte. Je dis pourquoi. Oui, allez-y. Je vous explique pourquoi. Bien sûr, allez-y. Vous voyez, le politique gouverne le droit. Quoi qu'il en dise, quoi qu'on en fasse, le politique gouverne le droit. Ça signifie. Alors, vous ouvrez un autre débat, Oui, non, parce que tout le monde n'est pas très- le politique oriente. S'il vous plaît, monsieur. Oriente les lois. Vous comprenez? Si nous avions en tête l'envie de vouloir mettre à disposition de la Côte d'Ivoire des organes ou bien des institutions fortes et des institutions crédibles, nous devrions nous asseoir autour d'une table pour réfléchir sur les défaillances de notre système Le Parlement, c'est une démocratique. table aussi. Et quand on ne le fait pas et qu'on se précipite à vouloir proposer une loi sur le Conseil constitutionnel, alors que en matière de vote de loi, les sessions extraordinaires sont des questions qui sont en urgence, je ne vois pas en quoi est-ce que la question du Conseil constitutionnel actuellement est en urgence, alors qu'elle est proposée en débat au Conseil, au dialogue politique. Voilà mon D'accord. problème. Arsène Ennebi. Merci. Quand il nous dit que le politique oriente le droit, nous avons envie de lui demander, et lorsque le politique a fini d'orienter le droit et que le droit a été adopté, ce droit, on l'applique. Or, au stade actuel, on constate simplement que la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, la loi organique relative au Conseil constitutionnel n'est pas en phase avec la Constitution. Et moi, je trouve même que c'est tardif que cette modification se fasse maintenant. La loi a été adoptée, la Constitution a été adoptée en 2016, et donc pour moi, c'est pas correct de la part des députés d'avoir longtemps attendu. Et ce projet-là, c'est le président de la République qui Ce que prend vous êtes cette en train de initiative. dire, c'est que pour vous, ce n'est pas une urgence. Non, si, bien sûr, c'est même plus qu'une urgence. D'accord. Ça devait être Et depuis longtemps. au-delà même du président de la République, j'estime qu'un député de la nation aurait pu prendre cette initiative-là. Autre chose, j'ai pu voir également que dans la déclaration, il était question pour l'opposition de pouvoir faire en sorte que le nouveau Conseil constitutionnel qu'ils attendent soit conforme aux standards internationaux. Je n'ai pas compris cela. Il n'y a aucun standard international. Ça revient à la question de Rafik Wakili de demander qu'est-ce qu'il propose Il n'y a dans le aucun fond standard du débat. international en matière de composition, fonctionnement du Conseil constitutionnel. Qui plus est, la question du Conseil constitutionnel relève du droit interne de chaque État et il appartient à chaque État de l'organiser. C'est pas comme ça que ça a été dit. C'est pas comme ça. D'accord, on le laisse terminer, je reviens. Vous terminez, Arsène Ennebi. Donc, de mon point de vue, ce qu'il y a lieu de faire est que chaque parti politique ivoirien qui a gouverné la Côte d'Ivoire questionne le fonctionnement, la composition du Conseil constitutionnel et ait l'humilité de reconnaître tous que ce Conseil-là mérite peut-être que nous puissions faire une réflexion profonde sur sa composition. D'accord. Arthur. Oui, moi je voulais dire à l'honorable Dago de ne pas s'offusquer du mot théâtralisation. Ça peut être vu aussi d'une façon stratégique, tactique, de mettre en avant. Et je pense que sur ce coup, c'est très bien d'avoir mis en avant le débat autour du Conseil constitutionnel. Parce que c'est vraiment un débat à faire. Regardez quand on prend les crises post-électorales qu'on a eues. Même la désignation, souvenons-nous tous de cette fameuse phrase, Yao André c'est mon ami. C'est parce que c'est mon ami même que je l'ai nommé. Donc voilà, ça traduit l'esprit du Conseil constitutionnel. Souvenons-nous de 2011, souvenons-nous de 2021. Donc il y a toujours un problème autour du Conseil constitutionnel. Et c'est très bien de pouvoir aujourd'hui le mettre sur la table, discuter chacun avec ses propositions pour qu'ensemble, on arrive à ce que ce Conseil constitutionnel-là soit quelque chose de crédible et qu'il inspire la confiance aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens. Donc la réflexion, et c'est ce que je pense que ce que Landry voulait dire, d'une façon, vous avez réussi quand même
à attirer de nouveau l'attention des gens sur la nécessité, au-delà de la conformité, parce que je comprends bien par rapport à ce que Maître Mété vient d'expliquer, que l'objet numéro 1, c'est d'abord la conformité. Donc il y a une autre match qui va s'ouvrir sur la composition, sur le fonctionnement, sur globalement, au-delà de la composition, du fonctionnement, sur comment faire pour qu'en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens regardent le Conseil constitutionnel en se disant c'est notre instance suprême. Et que même quand je ne suis pas d'accord, je m'arrête parce qu'ils l'ont décidé. Il faut que ça rentre dans notre esprit à tous. Et ça va dépendre de la réflexion qui va s'ouvrir maintenant. Et en ce sens, il faut que tous, nous réfléchissions de façon objective, constructive, pour arriver à avoir un Conseil constitutionnel qui soit apaisant plutôt qu'à la base des conflits qu'on a. Très bien. Landry Couillon, vous allez réagir après cet appel de M. Timité qui nous joint depuis Port-Bouët. Monsieur Timité, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous avez une question? Oui, ma question est que est-ce que le dialogue politique, dans ses analyses, peut arriver à des conclusions contraires à ce qui est inscrit dans la Constitution? D'accord. D'accord. C'est une question qu'on va évidemment adresser à l'honorable Auguste Dago. Oui. Le dialogue politique n'est pas obligé de suivre la Constitution. Le dialogue politique, c'est un débat politique. Effectivement, le dialogue politique va permettre de ressasser tout le passé des crises ivoiriennes et chercher en quelque sorte une solution de sortie des crises. Parce que nous n'avons pas encore épuré toutes les difficultés que nous avons connues au niveau des crises que la Côte d'Ivoire a connues. Il faut qu'on s'asseye. Il faut bien qu'un jour la Côte d'Ivoire s'asseye autour d'une table et de se regarder en face et de vouloir prendre toutes les dispositions pour ne plus reprendre ce que nous avons vécu. C'est ce à quoi nous appelons tous les Ivoiriens. Et c'est ce que nous demandons au gouvernement de faire. Et ce n'est pas de la mer à boire. Très bien. Alors, l'autre question qui a été évoquée, reprise par certains, que propose l'opposition parlementaire dans le fond? Quel modèle de conseil constitutionnel vous aimeriez que la Côte d'Ivoire se dote? Oui, c'est évident que si la Côte d'Ivoire doit se doter d'un conseil constitutionnel, il faut que ce conseil constitutionnel ne soit pas la caisse de résonance du pouvoir exécutif. Comment on y arrive? Comment on y arrive? Avec quel mécanisme? Oui, mais nous aurons nos propositions à faire, comment on appelle ça, au dialogue politique. Et souffrez que je ne sorte pas nos partenaires. Mais nous aurons nos propositions à faire au dialogue politique. Mais il faut que le principe que nous devons retenir, c'est qu'il ne faudrait plus jamais que le Conseil constitutionnel soit une caisse de résonance du pouvoir exécutif. Il faut que, quand même que la séparation des pouvoirs que Montesquieu a établie et que nous proclamons, nous appelons de tous nos voeux, nous puissions quand même avoir l'occasion de vivre cette séparation du pouvoir. Vous voyez, c'est tellement beau de savoir que quelqu'un est élu en un instant T, c'est-à-dire à 18h, les urnes sont fermées à 18h30, et qu'à 20h, automatiquement, on a les résultats de l'élection. Sans qu'on ait quelque chose à redire, parce que le Conseil constitutionnel lui-même, qui proclame les résultats définitifs, est crédible et on n'a rien à dire sur le Conseil constitutionnel. Voilà ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire se dote des mécanismes démocratiques qui puissent lui permettre d'aller à des élections apaisées à chaque fois qu'il en a l'occasion. C'est bien dommage qu'on n'ait pas vos propositions ce soir. Vous les aurez. Bien sûr. Mais j'ai envie de dire à mon ami Méité, oui. J'ai envie de lui dire... Ah, vous faites une révélation, c'est votre ami. J'ai envie de lui dire... D'accord, allez-y. Que la séparation des pouvoirs, non, pas des pouvoirs, mais des partis politiques, avec le groupe parlementaire qui réclame, c'est bon qu'ils réclament cela. Mais vous ne pouvez pas occulter le fait que les groupes parlementaires sont quand même des groupes parlementaires qui vivent les réalités de la Côte d'Ivoire, au même titre que les partis politiques. Les députés vivent les mêmes réalités que les partis politiques. Donc ne vous offusquez pas que les députés aient les mêmes aspirations, mais les mêmes pensées que les partis politiques, bien entendu. Donc il ne faut pas qu'ils s'offusquent qu'il n'y a pas trop de cette scission, mais évidemment, ce sont les mêmes hommes politiques qui sont sur les mêmes plateaux. D'accord, belle précision en tout cas adressée à Mété Ben Abdoulaye qui va réagir. Après Landry Couillon, allez-y. Je voudrais juste dire, d'avoir fait une précision pour pouvoir vider définitivement le fameux contentieux sur, si je peux m'exprimer ainsi, sur la question du traitement ou de la mise à jour de la loi organique.
On ne peut pas dire que ce n'est pas urgent, parce que, étant donné que nous nous battons pour ce que la Constitution soit respectée, le respect de la Constitution emporte que toutes les autres lois qui lui soient inférieures puissent se conformer à elle. C'est clair. Penser le contraire nous mettrait dans une situation de doute même sur le propos qui porte sur l'engagement au respect de la Constitution. La seconde chose, c'est que tout le monde est d'accord sur la nécessité de pouvoir exorciser le Conseil constitutionnel. Et on n'aura pas besoin de convoquer les esprits de Ed et Lorraine Warren pour ça. Parce qu'en réalité, depuis 1990, nous souffrons de ce Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel est bien au centre des différentes crises pré- ou post-électorales. Sauf qu'il faut bien que les uns et les autres entendent que, pour ce qui s'est passé dernièrement, donc en février, l'adoption de cette loi nécessitait bien sûr que l'on puisse mettre à jour et que cela n'empêche pas, alors pas du tout, que pour le dialogue politique, la question de fond soit traitée, étant donné que l'opposition elle-même se garde de pouvoir livrer ses conclusions quant à ses propositions sur le nouveau Conseil constitutionnel qu'elle voudrait proposer à la République de Côte d'Ivoire. Mais sur la base d'un texte qui est mis à jour, s'il vous plaît. On ne peut pas traiter du Conseil constitutionnel sur la base d'un texte qui n'est pas mis à jour. Ce ne serait pas du tout logique. Maître Maïté. Je pense qu'il a pratiquement tout dit. Et je voudrais rassurer mon cher ami, et puis bon, confidence pour confidence, Auguste Dago est mon compatriote depuis la seconde première. Ah, donc c'était un ami. Mais je voudrais le rassurer. C'est à la Côte d'Ivoire. Pour lui dire que, fondamentalement, c'est une interpellation. Un parti d'opposition et puis une opposition parlementaire fait de confusion. Et c'est justement pour ne pas qu'il y ait de confusion que je ne voudrais pas effectivement que le groupe parlementaire EDS, qui regorge des grands intellectuels, comme le professeur Hubert Oulaye, soit prisonnier d'un parti politique groupement privé. D'abord, c'est important pour moi. Donc, je voudrais même vous dire, il nous appartient. Le groupe parlementaire le plus emprisonné, c'est le groupe RDC, mon ami. Vous permettez. On sait comment vous votez la loi à l'Assemblée nationale. Alors, messieurs les amis, on va pas parler ensemble. On sait comment vous votez, c'est un vote mécanique automatique. D'accord. On le laisse terminer. Attention, allez-y, terminer. On est plus élégant parce qu'on sait écouter. Ce que je voudrais seulement dire, c'est que... Alors, je voudrais qu'il soit légaliste. Le professeur Hubert Oulaye, pour qui j'ai beaucoup de respect, est un constitutionnaliste. Donc je ne peux même pas accepter et comprendre qu'un tel grand intellectuel puisse accepter que la loi organique qui régit une institution comme le Conseil constitutionnel, qui est devenue une juridiction constitutionnelle, soit en déphasage avec la norme supérieure. Donc c'est pour cela que j'ai dit... qu'il n'y avait pas d'anomalie. Non, en déphasage... Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'anomalie, mais je l'ai dit que ce n'était pas illégal. Oui, parce que la Constitution avait prévu un mécanisme pour cela. Okay, on est bien d'accord. Alors je voudrais donc inviter mes collègues de EDS à comprendre qu'il y avait extrême urgence pour un État sérieux que ces lois soient en adéquation avec la Constitution. D'accord. On a longuement fait le débat autour du Conseil constitutionnel, mais qu'en est-il du Conseil économique, social, environnemental et culturel? Pourquoi ce projet de loi organique aussi a été remis en cause? Alors, merci, M. Dirassouba. Voilà un autre sujet qui nous a été soumis à l'Assemblée nationale en urgence et dans lequel on demande, le chef de l'État nous demande de donner la possibilité de soustraire du domaine de la loi la possibilité d'augmenter ou pas le nombre des conseillers économiques. Et les raisons qu'on nous donne, c'est que ça permettra pour lui de créer une certaine efficacité dans son fonctionnement et de régler toutes les questions de dysfonctionnement du Conseil économique et social. Bon, nous ne comprenons pas, quand nous prenons le Conseil économique et social, nous prenons la loi organique qui prévoit que le Conseil économique et social est composé de 120 membres, nommé pour 5 ans, et le chef d'État qui demande en urgence qu'on lui donne la possibilité, par décret, de changer cette possibilité, cette disposition-là, et pour qu'il y ait la possibilité, par décret, de nommer lui-même, quand il le veut, comme il le veut, le nombre d'augmenter le nombre de conseils économiques et sociaux.
pour nous, c'est vraiment au plan technique, déjà soustraire cette loi-là, cette possibilité-là, la soustraire d'une loi pour la mettre dans le domaine d'un décret, déjà c'est inadmissible. C'est inadmissible. Pour nous, c'est soumettre en quelque sorte le Conseil constitutionnel. Pour nous, c'est aussi donner... Conseil économique, du moins. Pour nous, c'est pour se donner, ça arroger la possibilité de nommer des amis qui, certainement, politiquement, on le sait, que bientôt, on va assister à un remaniement ministériel. On sait aussi comment la pratique du gouvernement, du régime Ouattara, comment il procède. Quand il nomme des gens, quand il dégomme les gens aujourd'hui, demain on les voit bombarder à d'autres postes et on sait qu'il ne lâche pas là et puis il nomme pas ici. D'accord. Donc nous savons que certainement que cette possibilité qu'il demande là, c'est pour permettre de dégommer ces ministres bientôt et de les renommer certainement, comment on appelle ça, au niveau du Conseil économique et social. On vous a bien compris. C'est une manœuvre politique. À la fin, Wakili, il faut dire aussi que le projet sur le Conseil économique et social est peut-être tout le contraire justement du Conseil constitutionnel. Parce que ce projet était déjà une ordonnance. C'était déjà une ordonnance, c'était déjà appliqué en urgence. Et le président avait pris l'ordonnance, certainement après avis du Conseil constitutionnel, en Conseil des ministres, selon la procédure. Et cette ordonnance a été déjà exécutée, appliquée. Oui. Donc, il y avait un caractère plus qu'urgent relativement même à la Constitution. Il fallait aussi mettre ça à jour. Ça, c'est un point, je voulais dire. Et en second élément, ce qui est demandé dedans, est justement ce que le président ne demande pas pour le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, on est à 120, il veut peut-être un jour passer à 60, diminuer. C'est vrai, comme il dit, on peut augmenter à 200 ou 300, mais ce ne sera pas possible, j'espère, parce qu'il faut trouver l'argent. On peut diminuer. Bon, c'est-à-dire, ce qui peut être fait par décret au Conseil économique et social, ça n'a pas été demandé pour le Conseil constitutionnel, où le nombre est resté le même. C'est du domaine de la loi, d'une loi organique, et le président ne se permet même pas cette liberté-là. Et je pense qu'il est important de relever cet aspect. Bien sûr. Alors, M. Koulibaly, bonsoir, vous nous appelez de Korogo. Monsieur Koulibaly, bonsoir. D'accord, Monsieur Koulibaly nous a lâchés. Meïté Ben Abdoulaye, vous voulez réagir tout à l'heure Oui, rapidement. Je pense que dans le même sens, effectivement, que mon prédécesseur, mais j'ai le sentiment que l'opposition est devenue frileuse. Pour rien, on imagine des scènes. Le président Alassane Ouattara est un président très sérieux, et je pense qu'ils le savent. C'est quoi le Conseil constitutionnel et quelle est sa mission? Il faut connaître d'abord l'institution. Le Conseil économique. Le Conseil économique et social, environnemental et culturel. C'est quoi? Il faut connaître sa mission. Parce qu'à partir de ce moment, on peut comprendre la portée de cette ordonnance dont la ratification effectivement vient d'être acquise, adoptée en plénière à l'Assemblée nationale. Au terme de l'article 163 de la Constitution, le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises. Les projets de loi de programmes à caractère économique, social, environnemental et culturel lui sont soumis pour avis. Le président de la République peut consulter le Conseil économique, social, environnemental et culturel sur tout problème à caractère économique, social, environnemental et culturel. C'est un rôle d'avis, de consultant. Encore, et quand on va plus loin, ça relève d'un pouvoir exécutif. C'est comme des ministres qui sont des collaborateurs du président de la République. Les ministres, on ne peut pas imposer un nombre de ministres à un président. Je pense qu'il faut être sérieux, il faut faire confiance. L'initiative, elle est très bonne. Le président pourra adapter la nécessité du nombre en fonction des réalités socio-économiques. Quand nous allons fixer un nombre de 200 conseillers, par exemple, et que le budget ne permet même pas d'avoir ces 200 conseillers, qu'est-ce qu'on fait? Il faut retenir l'Assemblée nationale pour jouer avec la loi? Non. Le président estime qu'il y a une question d'opportunité. Et en fonction des besoins, le nombre de conseillers peut varier. Et même, on peut même mettre fin à des mandats par rapport effectivement à une question de nécessité, à des questions d'urgence. Si les nécessités le permettent, il faut aller dans ce sens-là. Je pense que l'opposition gagnerait à encourager, même à féliciter le président de la République pour cette clairvoyance. Je crois que je ne vais pas penser à la place du président de la République. Et je ne vais pas non plus éluder ou bouter en touche l'argument de l'honorable Dago.
Sauf que dans la démarche du président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, il a bien envie de pouvoir redonner vie à cette institution qui paraît être un garage. Il a envie d'en faire un organe consultatif d'experts, lesquels seront consultés sur des questions pointues et qui pourraient donc appuyer l'exécutif dans sa démarche et dans sa marche. Sauf que si c'est un cabinet, si je peux m'exprimer ainsi, si c'est un organe consultatif d'experts, il va falloir l'adapter, comme Maître le disait, aux réalités. Soit qu'il ait besoin de moins ou de plus, sauf qu'à ce moment donné, il va falloir apporter des preuves tangibles et que les Ivoiriens soient en capacité d'apprécier le vécu, la réalité, le dynamisme et la capacité pour cet organe-là d'être tout aussi puissant en réflexion, en prospective. Parce que c'est bien de ça qu'il est question. Il ne va pas simplement s'agir d'avoir un organe qui est attentif, qui est passif, mais qui doit être capable lui aussi de proposer, de prendre des initiatives, d'aller à la prospective. Et là, il va falloir que nous soyons en capacité de regarder de très près ceux qui y sont nommés, de sorte à ce que le profil corresponde bien sûr à la volonté du gouvernement ivoirien de gagner en efficacité. Auguste Dago. Alors, moi, à entendre et écouter mon ami Méité Aboulaye. Non, Méité Ben Abdoulaye. Méité Aboulaye. Méité Ben Abdoulaye. Je suis un peu perplexe. Pourquoi? Parce que ils savent que sur des questions d'organisation du Conseil économique et social, environnemental et culturel, qui est un conseil, comme il a dit lui-même, qui a pour vocation d'être consulté pour avis. Et ils l'ont dit, le chef de l'État, il est écrit dans les textes, dans la loi, que le chef de l'État peut. Il n'est pas obligé, à contrario, de constituer le Conseil constitutionnel. Il peut. Ce qu'il fait d'ailleurs, par moment, parce qu'il n'avise même pas le Conseil constitutionnel. Conseil économique. Le Conseil économique, du moins. Il ne l'avise même pas. Puisque c'est un pouvoir qui lui est donné, mais il n'est pas obligé, il n'est pas astreint de consulter le Conseil économique et social. Et il peut le consulter, mais pour que simplement ce conseil donne son avis. Pour un instrument, une institution qui a simplement pour vocation de donner son avis, et qu'on peut consulter à tout moment, quelle est l'urgence de mettre son organisation, un texte le concernant, dans une session aussi extraordinaire? Moi, d'abord, ça déjà, ça me surprend. De deux, nous disons que dès lors que la loi détermine le nombre des membres du Conseil constitutionnel à 120, on devrait s'en tenir à cela. Mais pourquoi est-ce que le chef d'État demande désormais que cette possibilité lui soit donnée de déterminer lui-même le nombre qu'il voudra de membres du Conseil économique et social? Nous, la conclusion que nous faisons aussi lapidée, aussi logique que nous faisons, c'est qu'il a certainement l'intention de se donner la possibilité de transformer ce Conseil constitutionnel qui était déjà une caisse de résonance, de la rendre encore plus faible, Conseil économique. Voilà, Conseil économique, du moins, qui était déjà à sa disposition, de la rendre encore plus inexistante et d'être un gouvernement bis et qui soit à sa disposition, où certainement il va nommer ses amis. C'est ce que nous disons. On vous a entendu. Arthur? Rapidement, je pense qu'il y a dans l'esprit des Ivoiriens un sentiment d'inflation institutionnelle. Et dans ce sentiment d'inflation institutionnelle, quand l'une des institutions dont ils se posent et dont on se pose tous la question de l'importance de la pertinence, c'est bien le CESEC parmi ces institutions-là. Quand on va encore ajouter la possibilité d'ajouter ou de retrancher, ça crée des flous. Après, je peux comprendre que le président de la République, en fonction... Mais le gros problème aujourd'hui, c'est comment on fait comprendre aux Ivoiriens l'utilité du Conseil du CESEC. Ça, c'est une vraie question. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas souvenir d'un grand truc qui est venant du CESEC qui ait modifié le fonctionnement où on a senti cette institution. Quand on ajoute le CESEC, le Sénat, sur lesquels ils ont des interrogations, il faut bien comprendre que les Ivoiriens aujourd'hui ont une interrogation sur cette inflation institutionnelle. Du coup, je pense qu'il revient à l'exécutif et surtout à ces institutions-là de pouvoir démontrer au quotidien leur utilité. Il faut que le CESEC démontre au quotidien son utilité aux Ivoiriens. Sinon, on aura toujours des interrogations et il y aura de la suspicion. Suspicion qui peut paraître légitime. Quand on a déjà 120
personnalités dont on ne sait pas ou on ne perçoit pas l'utilité, je ne parle pas de percevoir, je ne dis pas que ce n'est pas utile, je parle de la perception de cette utilité-là, dont on ne perçoit pas l'utilité, on devient frileux quand on nous dit qu'on pourra faire passer de 120 à 50 ou aussi de 120 à 200. Donc il y a une vraie question, une vraie réflexion qui doit être faite sur cette inflation institutionnelle, si la place de nos institutions, parce que peut-être que de plus près, ça peut être une institution intéressante, mais pour l'instant, on ne le perçoit pas. Il faut que ça se bouge davantage. On vous a bien compris, Arthur Banga. Messieurs, je vous propose de marquer une petite pause.